Exemple, n'est-ce pas, pour cette théorie blockienne de l'intensification du son, de l'association, donc le développement du son de basso et du son, et de l'intensification permanente, qui finalement aboutira donc à une solution dramatique, qui réglera une solution sur le motif de trompette. De toute façon, si je choisis cet exemple, c'est nul doute parce que pour Ernst Bloch, qui avait toujours une assez grande admiration pour la France, à cause de la grande révolution de 89 et de la déclaration des droits de l'homme, pour lui, Bloch, Hector Berlioz est principalement un enchanteur parmi les musiciens. Je pense évidemment la symphonie fantastique, la meilleure illustration pour cela, c'est un enchanteur parmi les musiciens. Chez lui, dit-il, la longue ligne mélodique qui s'étire dans l'invisible, vous avez écouté, il se fait aiguë et éclatante, et la planète qui pleure Syrinx devient démoniaque. Ici, l'être manquant, voire l'absolu, n'est pas logé dans le final. Il habite le faible grondement de l'orage, la scène au chant, la réponse qui n'en est pas une, et qui renferme pourtant l'autre réponse encore introuvée dans ses implications, dans cette contexture que produit la signifiante pause survenant avant l'orage dans la coda. Donc, alors, on peut aussi, bien entendu, spéculer sur l'influence que la philosophie de Schelling ait pu exercer, non seulement sur cette philosophie blockienne, sur la philosophie blockienne de la nature, qui en porte la marque, incontestablement. Habermas n'a-t-il pas appelé Ernst Bloch un Schelling marxiste, mais aussi sur son esthétique. Et à ce propos, les références directes ou indirectes de Bloch à la philosophie schellingienne de l'art, fondée de l'absolu, à savoir en Dieu, sont, me semble-t-il, assez explicites. Le problème est seulement qu'Ernst Bloch ne veut pas en rester là et tente donc constamment d'élargir la perspective, précisément en direction d'une philosophie de l'art utopique ou de l'anticipation utopique, qui certes conserve toujours une dimension assez romantique et même spirituelle, mais qui s'ouvre aussi aux dimensions sociologiques de la création des œuvres d'art. Et c'est d'ailleurs ici que se situe précisément la différence entre la philosophie de la musique de l'esprit de l'utopie et celle exposée dans le principe Espérance. Évidemment, l'interprétation étonnante et très sympathique de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, dans le 33e du Principe Espérance, pourrait aussi être citée comme preuve d'un certain tournant de Bloch vers une sociologie de la musique, mais un tournant quand même limité, dirais-je. Donc, mais ce tournant se manifeste précisément là, où Bloch évoque, dans ce sous-chapitre intitulé « L'expression humaine indissociable de la musique », les tendances sociales qui sont elles-mêmes reflétées et exprimées dans le matériau sonore, par exemple dans la composition de Berlioz. Bien plus aussi que la force expressive purement romantique. Et Bloch continue d'affirmer qu'aucun art n'est aussi socialement conditionné que la musique, qui pourtant passe souvent pour être création automatique, voire mécanique, alors qu'en réalité elle est mue entièrement de matérialisme historique d'une très grande complexité précisément historique. Or, ces réflexions reflètent incontestablement l'intérêt de Bloch pour les recherches en sociologie de la musique d'Adorno, qu'il avait rencontré la première fois en 1920 à Berlin, par la médiation de Walter Benjamin, et avec lequel il avait lié une amitié qui, hélas, devait prendre fin dans des conditions assez dramatiques pendant l'exil aux États-Unis en 1942. À certains moments, cette influence était si grande, celle d'Adorno sur Bloch, était si grande qu'on pourrait être tenté de conclure que Bloch avait entre-temps presque totalement adhéré à cette théorie. Par exemple, quand on lit le passage suivant, page 179 et suivant, du tome 3e du Principe Espérance, où Bloch souligne que, je cite, ni Haydn, ni Mozart, ou Bach, ou Beethoven, ou Brahms
ne sont concevables sans la toile de fond sur laquelle se tissait le motif d'une mission sociale particulière. Mission qui se traduit à des niveaux multiples, que ce soit dans le monde d'exécution, de la structure tonale avec sa composition, ou dans l'expression, l'énoncé du contenu. C'est la montée de l'impérialisme en Angleterre, que reflètent dans leur glorieuse superbe les oratorios de Handel, où éclatent les premiers accents de fierté d'un peuple d'élus. Un Brahms est impensable sans la société bourgeoise allemande et ses concerts, et la musique du néo-réalisme, prétendument dépourvue d'expressivité, est tout aussi peu concevable sans l'essor gigantesque de l'aliénation, de l'objectivation, de la réification dans le capitalisme tardif. C'est ici la classe des consommateurs, avec ses intérêts propres, et en général, la panoplie des sentiments et des objectifs de la classe dominante de telle ou telle époque qu'exprime la musique. En vertu de cette faculté directe qu'elle a d'exprimer l'humain, la musique a donc plus que tous les autres arts la propriété d'accueillir la souffrance sous ses multiples aspects, les souhaits et les points lumineux de la classe opprimée. Bon, fin de citation. Donc, évidemment, malgré ce tournant manifeste vers une interprétation sociologique, donc qui était encore absente dans la philosophie de la musique de l'esprit de l'utopie de 1918, Bloch maintient en même temps, il maintient grosso modo sa propre théorie de la musique comme expression par excellence de l'humain, en soulignant a fortiori que de toute évidence, l'expression d'un contenu humain n'est pas le privilège du romantisme. Et à ce propos, il ne relève pas du hasard qu'il trouve même dans la musique si rationnelle de Bach, ce grand maître des équations contrapuntiques, des traces d'un romantisme, du moins d'une expression spécifique. Il rejoint sur ce point précis l'analyse de Bach faite par Albert Schweitzer. Dans un exemple, on trouve chez Bach, affirme Ernst Bloch, une échelle expressive absolument unique, qui va de l'angoisse de la mort ou de la nostalgie de la mort au réconfort, à la confiance, à la paix et au triomphe. Et il tombe d'accord avec Schweitzer quant au jugement que du point de vue de la musique pure, les harmonisations de Bach sont une véritable énigme. En effet, ce qui lui importe, ce n'est pas de créer une mélodie qui formerait un tout esthétique, mais il se laisse guider par la poésie et l'expression verbale. Dans cette entreprise, il se risque donc très loin des principes naturels de la phrase pure, comme on peut le voir dans l'harmonisation du « doit-il toujours en être ainsi ?» de la sentence et de la peine, dans la cantate intitulée « Ô être misérable que je suis, qui me délivrera donc ?» cantate numéro 48, qui en tant que musique pure est vraiment insupportable du fait que Bach veut y faire éclater toute la brutale douleur du péché exprimé par les mots. Non content d'écrire une belle mélodie accompagnant le texte, il tente l'impossible, qui devient si possible en allant chercher dans les paroles un sentiment qui, renforcé et décuplé par un certain affect, devient musicalement représentable. Voilà ce qu'affirme Schweitzer dans son grand livre sur Johann Sebastian Bach, publié en 1951, donc Ernst Bloch a bien lu, n'est-ce pas, et dont il tient compte à un moment donné où il va faire un certain nombre d'additifs au manuscrit dernière main, donc du Principe Espérance, dont le premier volume va apparaître, sera publié en 1954 à Berlin-Est. Alors, pourquoi cet éloge de Schweitzer? Tout simplement parce que Albert Schweitzer, dans son livre sur Jean-Sébastien Bach, met toujours en évidence la toute-puissance du langage musical du compositeur allemand protestant. Et parce qu'il met également l'accent sur l'expression, sur l'expressivité humaine extraordinaire dans les compositions de Bach. C'est dans la continuité logique de cette interprétation qu'il peut en effet affirmer, toujours au sujet de Bach,
que la musique cristalline des fugues pour orgue possède toujours cette qualité expressive, en dépit même de sa structure cristalline qui est ici moins que jamais autarcique. Les œuvres les plus ouvertes sur le monde, que sont celles de la période de Köthen, de Bach, les concertos brandebourgeois, surtout avec leur architecture grandiose et élégante, leurs variations multiples et l'intensification de leur teneur thématique, témoignent d'une richesse expressive dont le dynamisme résulte d'une dimension sociale et n'est certes en rien le fruit de savants calculs mathématiques. L'expression existe donc déjà dans la musique pré-romantique. Elle est immanente à toute forme musicale de bon aloi. Elle est simplement accolée à la mauvaise. Ces formes ne sont ni objets ni fins en soi. Ce ne sont que des moyens d'atteindre une diction qui surpasse la parole, une diction sans parole, et en fin de compte est toujours la formulation d'un appel. Donc, fin de citation. Donc, quant à cette théorie de l'expressivo ou de l'expression, Bloch tient bien à préciser que ce dont il est finalement question ici, ce n'est plus du tout de l'expression dans la musique, mais de la musique elle-même en tant qu'expression. C'est-à-dire de la totalité de son propos, de sa signifiance, de sa fonction réfléchissante, de ce qu'elle reproduit ou reflète de façon aussi voilée et pourtant prenante au double sens du terme. Et c'est vers cela seulement que tend la musique, cet art si jeune en vertu de sa polyphonie. Elle va à la rencontre de son langage propre, d'une poésis à c'est, encore inconnue bien que préfigurée dans une puissante expression. Un tel langage, conclut Ernst Bloch, ne peut naître que d'une musique absolue, non d'un quelconque texte déjà arrêté qui lui serait supérieur. Fin de citation. Donc, même si la philosophie de la musique blochienne repose sur ces deux piliers théoriques majeurs, la musique comme expression d'elle-même, et comme expression d'un absolu, donc ce qui atteste toujours la présence dans cette philosophie de la musique de Schelling, Bloch ne reste pas du tout indifférent dans le cadre de ses réflexions à l'égard d'autres définitions ou descriptions phénoménologiques de la musique, comme par exemple la musique en tant que monde régi par des lois mathématiques, ou bien la musique comme harmonie des sphères. Comme il ne restera pas non plus indifférent à l'égard des déterminants sociologiques des créations musicales. À ce propos, force est de souligner que il y a deux affirmations d'Ernst Bloch qu'on devrait retenir de ce contexte. Premièrement, c'est une affirmation que sur le plan social, la cause de l'apogée romantique en fut l'existence de l'ample couche de la bourgeoisie citadine et de son besoin d'excitation. Et puis surtout la petite bourgeoisie et sa grande consommation de sentiments au rabais. Deuxièmement, son constat que la société s'infiltre dans le matériau sonore et l'imprègne en profondeur. Donc il n'est ni spontané ni d'origine naturelle. Là, il est très proche de ce que dit Adorno. La sonate, avec le conflit des deux thèmes, la tonique, le développement, la reprise, présuppose la dynamique capitaliste. La fugue, composée de strates sonores non automatiques, reflète la société statique des États. La musique dite atonale serait impensable dans une autre conjoncture que celle du déclin de la bourgeoisie tardive auquel elle répond par les accents de son audacieux désarroi. La technique dodécaphonique qui oublie tout du rapport dynamique entre les dissonances et la consonance, la modulation et la cadence, pour créer ces séries rigoureusement fixées, eût été inconcevable au siècle de la concurrence libre. C'est donc dans cette perspective ainsi qu'il a classé quelqu'un comme Arnold Schoenberg. Donc très probablement, Ernst Bloch n'aurait jamais pu écrire cela. Donc s'il n'avait pas rencontré au préalable, déjà donc dans les années 20 à Berlin, puis à Vienne en 1934, Theodor W. Adorno, et s'il n'avait pas eu, avec le futur grand auteur de la sociologie de la musique, de la dialectique négative,
la dialectique de la raison, un grand nombre d'entretiens et de discussions passionnantes, notamment autour de la philosophie de la musique. La différence de vue, qui s'est pourtant fait ressentir assez tôt entre Bloch et Adorno, j'ai essayé de l'expliquer dans mon livre sur Adorno, donc il s'exprime pourtant dans le fait que, premièrement, Bloch manifeste quand même, malgré son adhésion partielle aux thèses respectives d'Adorno, une certaine méfiance à l'égard de ce qu'on pourrait appeler le pan-sociologisme adornien. Et que deuxièmement, Ernst Bloch, contrairement à Adorno, manifeste dès le début de ses réflexions philosophiques sur la musique quand même assez peu d'intérêt pour la musique atonale et dodécaphonique, à savoir pour les compositions d'un Arnold Schoenberg ou d'un Alban Berg, alors qu'Adorno en était fasciné dès le début, s'est même installé pendant quelque temps précisément à Vienne pour prendre des cours de composition auprès de Alban Berg. Donc dès qu'on lit attentivement le grand chapitre 51 du Principe Espérance, du tome 3e, consacré à la musique, on se rend compte que Bloch, contrairement à ce qu'on puisse imaginer, il n'a pas, quant à lui, un préjugé contre une musique organisée et composée selon le canon des lois mathématiques. Mais il tient quand même à souligner que le problème ainsi soulevé n'est pas seulement celui d'un mélos sans expression, mais du point de vue de l'idéal et de l'image parfaite d'un canon autarcique, celui d'un mélos dépourvu de moi, et donc d'une musique exclusivement régie par les lois. Il cite, à titre d'illustration, la fugue du chat de Scarlatti, qui devint son thème au jeu créé par les pattes d'un chat courant sur le clavier. Or, Ernst Bloch, dans un souci de défendre à tout prix sa propre théorie de la musique comme expression d'elle-même, il va effectivement jusqu'à introduire le concept de musique-existence, précisément à propos de l'adagio de la 6e symphonie de Bruckner et du final de la pastorale de Beethoven. Or, il est évident donc qu'Adorno, et avec lui toute la corporation de musicologues contemporains, n'aurait jamais accepté ce terme. Musique, existence, horreur. Pour Adorno, ça ne doit pas exister. Non, j'ai accepté ce terme. Vu que son objectif de recherche était la mise en évidence des homologies entre des processus sociaux objectifs réels et les structures objectives des œuvres d'art, donc le matériau musical. Or, pour Ernst Bloch, la musique de Beethoven, bon, c'est un exemple, n'est-ce pas? C'est une musique chiliaste. Et la forme de l'opéra de sauvetage, qui n'était pas rare à l'époque, n'était, dit-il, que la matière extérieure pour la moralité de cette musique. Donc, prenons une composition comme le Fidelio, n'est-ce pas, de Beethoven, le Fidelio, la figure de Pizarro dans le Fidelio, dit Ernst Bloch, il s'interroge, n'est-ce pas formé d'après les traits de Pharaon, d'Hérode, de Goethe, du démon de l'hiver, du Satan, de la gnose, que jeta l'homme dans la prison du monde et continue de la tenir prisonnier. Donc, comme nulle part ailleurs, la musique devient ici une aurore guerrière, religieuse, annonçant le jour déjà audible, comme s'il était déjà plus que simple espérance. Ici, elle brille comme œuvre humaine pure, comme une œuvre encore complètement inconnue dans le milieu qui entourait Beethoven, homme solitaire. Ainsi, la musique a sa place aux frontières de l'humanité, mais à ces frontières seulement où l'humanité est en train de renaître avec un nouveau langage et avec une aura d'appel d'une intensité réalisée, d'un monde devenu nous. Et c'est précisément cet ordre nouveau dans l'expression musicale qui signifie maison, cristal, étoile d'une liberté future comme monde nouveau. Alors on peut peut-être écouter un extrait là de Beethoven, donc juste la fin, l'extrait de la fin de la